Bonjour et bienvenue sur Elle en Mayenne, le podcast qui sème les histoires des femmes mayennaises. Je m'appelle Amélie et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous partager une discussion avec une femme. Et aujourd'hui, c'est avec Caroline que je vous retrouve. Je suis très honorée d'avoir pu échanger avec Caroline, qui est médecin urgentiste, mais pas seulement. Et ça, je vous invite à le découvrir dans l'épisode pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous avons ensemble discuté de son métier, de sa vocation, des valeurs qu'elle défend au quotidien, des conditions de travail des soignants et de son combat pour la santé de tous. Il y a des rencontres qui marquent et Caroline en fait partie. Le sujet de la santé est un sujet qui me touche, mais je ne pensais pas être à ce point émue par cette rencontre et les mots de Caroline. Ça a été un moment très fort pour toutes les deux. Nous avons partagé un peu et voire même beaucoup de nous. Donc merci Caroline de m'avoir accordé ce temps qui est si précieux. Un grand merci pour ta confiance. Et pour vous qui nous écoutez, merci déjà d'écouter cet épisode. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et que ces mots résonneront en vous aussi. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc bonjour et puis bienvenue sur le podcast d'Elle en Mayenne. Donc pour débuter les épisodes d'Elle en Mayenne, je commence toujours par une petite présentation et donc je demande à la personne que je reçois de se présenter en quelques mots avant que moi je vienne poser mes petites questions. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Bonjour et puis bienvenue chez moi. Merci de m'accueillir. Donc je suis Caroline Brémaud, je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Laval, ancienne chef de service des urgences et puis je suis aussi maman de 4 enfants et je suis aussi pleine d'autres activités diverses et variées, sportives, culturelles et puis citoyennes. Très bien, c'est une belle présentation, merci. On va un petit peu rentrer dans les détails de ces différentes activités, mais j'aime bien commencer un peu par alors après le début de l'histoire, on va peut-être pas remonter jusqu'à ton enfance, après là c'est toi qui me dis, mais j'ai trouvé ça intéressant de te questionner un petit peu sur ton parcours, savoir pourquoi tu as voulu être médecin, est-ce que c'est une vocation, est-ce qu'il y a eu différentes étapes, un peu de cheminement dans ce parcours-là, et puis plus précisément pourquoi médecin aux urgences ensuite. Ça c'est une sacrée question parce que peu longue. C'est long comme la réponse va l'être parce que le cheminement il n'a pas été une évidence dès le départ en fait. D'accord. Je suis pas du tout issue d'une famille de médecins. Ma maman était mère au foyer et mon papa il était commercial dans les adjuvants pour le béton qui s'absentait régulièrement de la maison. Donc on était surtout élevés par notre maman. Et moi au départ je voulais être vétérinaire. Donc j'étais une bonne élève, j'ai été prise en prépa veto. À l'époque c'était une prépa sur un concours qu'on faisait au bout d'une année et on ne présentait que le concours veto, ce qui est plus le même format actuellement des classes préparatoires. Il y avait quand même le prendre soin, alors après des animaux... c'est ça, prendre soin de l'autre. Ouais. Et souvent on me disait, oui, mais si t'es pas prise en classe prépa, est-ce que tu veux pas t'inscrire à la fac de médecine au cas où ? Et j'ai dit non, je veux pas aller en médecine. Et donc je ne me suis inscrite nulle part ailleurs qu'en classe prépa, ce qui était quand même assez culotté, parce que c'était pas forcément sûr que je sois prise. Mais moi j'étais confiante et j'ai bien fait de l'être parce que j'ai été prise en classe préparatoire. Puis je n'ai pas été reçue au concours et j'ai fait d'abord une année blanche parce que j'ai eu des problèmes de santé. D'accord. Donc j'ai été réinscrite en prépa, j'ai présenté le concours une première fois, j'ai pas été reçue. Je suis allée à l'oral mais voilà, ça n'a pas abouti. Et puis je me suis présentée une deuxième fois en classe préparatoire. Après quelques hésitations, il faut bien l'avouer, je commençais à infuser dans ma tête l'idée que peut-être finalement la médecine, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières ? Ouais, il y a eu une raison particulière parce que j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre, elle a abouti au fait que quand j'ai eu mes résultats et que j'ai été première recalée au concours veto, j'étais contente et pas tellement, pas déçue. Pas tellement déçue. J'ai rencontré un enfant chez des amis et j'aime beaucoup les enfants. Et puis je suis quelqu'un d'assez dynamique, drôle, tu vois, dans la maison il y a plein de couleurs, il y a plein de bazar aussi. Donc je m'entends bien avec les enfants. J'ai fait du babysitting assez régulièrement depuis
je suis jeune. Et donc, je vois un enfant arriver avec ses parents. Forcément, je me baisse, je me mets à sa hauteur et je commence à lui parler pour lui dire bonjour. Et là, le gamin, très naturellement, se jette dans mes bras pour me faire un câlin, ce que je trouve absolument normal. Et là, je sens une tension autour de moi, les regards qui se posent, les parents qui se crispent. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça ne va pas ? Tout a l'air pourtant très naturel. Et là, la maman me regarde et elle me dit, les autistes, normalement, ils touchent personne. Et ça m'a émue, mais tellement que bon, c'est resté quelques mois. T'as senti que c'était quelque chose que t'avais en toi, une capacité, Ça a réveillé quelque chose en moi. Déjà, le vétérinaire me disait, j'aime bien chez qui je travaillais. Ah oui, j'ai pas dit, mais en fait, je faisais des stages chez un vétérinaire. Toutes les vacances, la moitié de chaque vacance, de la 3e jusque pendant ma prépa. Et les amis en question, c'était le vétérinaire là qui m'avait accueilli chez lui et qui recevait du monde. Et il m'a dit, moi déjà j'aime bien travailler avec toi parce que tu apaises les animaux et tu arrives à toucher des animaux qui normalement sont étiquetés méchants, et avec toi ça se passe bien. Donc il me dit, t'as un don particulier pour apaiser pour apaiser les gens aussi. Donc voilà. Donc, je me dirige vers la médecine avec beaucoup de joie pour me diriger vers la spécialité dans ma tête pédopsychiatrie pour enfants autistes. Donc c'est ça qui me fait m'engager en médecine. Okay. Et donc je réussis le concours. Et donc je suis en 2e année et on nous propose pour la 3e année de faire une 3e année un peu particulière où on fait un double cursus de sciences et on fait un stage à l'INSERM et comme ça valide un double parcours sciences et médecine. Donc je vais faire ça à l'INSERM avec un stage en pédopsychiatrie sur l'autisme avec un mémoire. Enfin voilà, c'est quelque chose de sérieux. Ça me demande beaucoup d'efforts parce que et je loupe plein de cours et plein de stages de médecine pour avoir le temps de faire ça, qu'il faut rattraper sur le temps perso. Enfin, c'est une organisation particulière, ça me plaît, jusqu'au moment où ça me plaît plus du tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, quand je dois rédiger mon mémoire, ma directrice de mémoire, elle me dit, ah oui, alors ça, on va pas le mettre comme ça, parce que sinon on va être obligé de citer telle personne. Moi, j'ai pas envie de le citer dans la publication, parce que tu comprends, il y a des points, machin, après ça va lui faire plus de points. Non, en fait, je comprends pas. Il y avait des tenants et des aboutissants que tu pouvais pas maîtriser. C'est ça. Et Et puis moi, alors, je suis très naïve, très spontanée, naturelle, je l'ai regardé... non, je comprends pas en fait. L'intérêt du patient, c'est d'avoir un truc plus performant en allant demander à quelqu'un de nous aider. On aura des résultats qui seront mieux. Enfin, non, désolée, je ne comprends pas. Tu comprends bien ? Non, je ne comprends pas bien. Donc je me suis dit, je rejette ce monde hospitalier associé au monde de la recherche. Je me suis dit, c'est vraiment pas du tout mon univers, c'est beaucoup trop politique, il y a trop d'enjeux, ça me dépasse, je ne suis pas faite pour ce monde. Donc je me suis dit... Tu te sentais beaucoup plus attirée par l'humain que par ces grosses structures et ces grosses instances. C'est ça. Donc je dis non. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? La médecine de ville. Et pour moi, la médecine de ville qui me correspondait le mieux, c'était la médecine générale. Donc je me dis, je vais être médecin généraliste, je m'occuperai des gens, et puis je m'occuperai peut-être un peu plus... des personnes qui ont des pathologies psychiatriques ou des handicaps, puis voilà, je trouverais bien à m'épanouir en médecine générale, et j'étais satisfaite du projet, donc j'ai présenté le concours de l'internat en médecine générale, donc j'ai quitté Tours pour venir sur la fac d'Angers, et la ville de Laval est rattachée à la fac d'Angers. Donc j'ai fait tous mes stages à Laval, voilà. Et puis comme tous les médecins généralistes, il faut passer aux urgences. Comme tous les internes en médecine générale, j'avais pas envie d'y aller. J'ai même pleuré en disant non, je ne veux pas. Et puis en fait, je l'ai fait en dernière année et je me suis régalée, je me suis épanouie. Et les médecins titulaires de l'époque m'ont dit c'est bien, tu travailles bien, tu voudrais pas faire de la médecine d'urgence. Non. Les freins que tu avais, ce que tu voyais en inconvénient sur
sur les hôpitaux, du coup tu le retrouvais pas forcément là en ayant fait tes stages Non, pas du tout, parce qu'en fait une ville périphérique comme Laval, qui a un grand centre hospitalier mais qui n'est pas un CHU, ça a les avantages de l'hôpital sans les inconvénients, donc quasiment. Donc je m'épanouissais énormément sur l'hôpital. Enfin, c'était une structure à taille humaine, et en même temps avec un plateau technique qui était suffisamment satisfaisant pour qu'on ne se sente pas un peu abandonné au fin fond de notre campagne. Donc moi je trouvais ça assez épanouissant, un peu familial, parce qu'au bout de plusieurs années de faire toujours les stages d'interne au même endroit, les gens te connaissent. Donc c'était quand même super agréable. Et mon mari à la maison m'a dit aussi tu es très épanouie, est-ce que tu te rends compte que tu es très épanouie? C'est la première fois que tu es aussi épanouie, tu te plais partout, tout le temps, mais là quand même un peu plus. Et puis je me suis dit ouais, c'est vrai que j'aime bien. Et puis j'ai rencontré une médecin incroyable, humaine, douce, excellente dans sa pratique de médecine d'urgence, une ancienne militaire, très carrée, mais en même temps avec une empathie incroyable. Et c'est vrai que pour moi, j'avais la caricature de l'urgentiste, un peu braque, un peu cow-boy. Et là, j'ai vu en elle une pratique qui... T'as vu un autre modèle possible. Qui me correspondait, et je me suis dit, en fait, je veux devenir elle. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour, après mes études de médecine générale, après ma thèse, après la naissance des jumeaux, reprendre des études... pendant que je travaillais à mi-temps à l'hôpital de Laval, aux urgences, mais en tant que médecin généraliste, pour faire la formation d'urgentiste. Et donc j'ai été diplômée en juin 2019. Ok. Donc c'est assez récent. Et en septembre 2019, le chef de service de l'époque me dit j'aimerais lâcher la chefferie parce que je suis fatiguée, place aux jeunes, et j'aimerais que ce soit toi. Donc je la regardais avec des grands yeux. Oui, parce qu'en soi, ça faisait peut-être pas forcément longtemps, peut-être par rapport à d'autres collègues. Oui, c'est ça. En tant que, moi, je venais juste d'être diplômée urgentiste. Après, mon expérience dans l'hôpital était longue. Et lui, il m'a dit oui. Alors certes, tu es jeune diplômée, mais il me dit tout le monde te connaît à l'hôpital. Tu as des bonnes relations en interne avec tout le monde. Et aussi, tu as du réseau à l'extérieur de l'hôpital. Ça pourrait aider à ouvrir l'hôpital sur un peu le monde de la ville que tu connais bien. Et il faut travailler ce lien ville-hôpital. Et donc, sur ce poste-là, quelles étaient un peu les missions en plus qu'on te demandait par rapport à un poste, on va dire, classique de médecin urgentiste? Alors, le poste de médecin urgentiste, il a la particularité par rapport à d'autres médecins à l'hôpital que nous, on ne fait pas de telle heure à telle heure des consultations, de telle heure à telle heure on mange, de telle heure à telle heure on fait la visite, de telle heure à telle heure on fait les papiers, les courriers, tout ça. Nous, on est dans le flux des patients tout le temps. Donc tout ce que tu dois faire, qui est plutôt administratif, c'est sur un autre jour, un temps dédié dans la semaine. Et c'était organiser les réunions de service, les projets. C'est aussi travailler avec la qualité pour voir comment améliorer les prises en charge, rédiger des protocoles, revenir sur des événements qui se sont pas bien passés pour voir ce qu'on peut changer pour que ça s'améliore aussi. C'est faire des connexions avec les autres services pour voir si on peut mettre en place des procédures, dire alors tel profil de patient qui arrive aux urgences, on peut faire plutôt déjà aux urgences ce type de prise en charge. Et puis c'est gérer aussi toutes les plaintes qu'il peut y avoir de gens qui sont pas contents, soit de la prise en charge, soit du délai d'attente, soit parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas eu à manger ou à boire, ou parce qu'ils n'ont pas eu de nouvelles, ou parce qu'ils estiment qu'il y a eu une erreur médicale. Donc c'est toutes les plaintes et réclamations incombent au chef de service. Est-ce que c'est toi, à ce moment-là, que tu t'es rendu compte un petit peu des failles du milieu hospitalier, je suppose que tu étais consciente des conditions dans lesquelles vous travaillez tous, mais est-ce que ça... T'as fait un déclic? Non, j'ai pas eu de déclic à ce moment-là, parce qu'en fait, en novembre, l'ancien chef a commencé à dire Caroline va prendre mon relais, on va faire une transition lente, douce, je vais l'accompagner sur les différentes missions. Il annonce ça en réunion de service en novembre 2019, et puis si tu te souviens bien, est arrivé le Covid en mars 2020. Et donc nous, on l'a pressenti arriver en début d'année 2020. Je me suis retrouvée à aller dans quelques réunions, et puis à un moment donné, en fait, ça a explosé.
le jour où il y avait personne d'autre que moi en réunion, donc je me suis retrouvée un peu par la force des choses directrice médicale de crise, et après on m'a nommée directrice médicale de crise adjointe puisqu'il y avait un référent situation sanitaire exceptionnelle qui était là pour ça, et le chef de service qui était toujours officiellement en poste m'a dit je ne suis pas capable de gérer ça. Donc tu vas gérer comme si c'était toi la chef de service et moi je vais gérer les affaires courantes, ce que je faisais avant. Donc on s'est partagé la chefferie en deux. Et donc moi je me suis retrouvée propulsée dans le monde du Covid. Et là, oui, mes yeux se sont ouverts. Ouais. Mais c'était extrêmement violent. Oui, ce que j'allais dire, comment est-ce que toi t'as vécu ça? C'était très violent? Oui, c'était très violent. C'était en même temps très intéressant parce que c'est quelque chose un peu d'unique qu'on a vécu. Le monde entier s'est arrêté pendant 2 mois. Moi, je me souviens avoir dit à mes enfants qui se levaient la nuit pour me faire des bisous parce qu'ils me voyaient plus. Je travaillais 6 jours sur 7 et je rentrais souvent vers 23h minuit. On est en train de vivre quelque chose d'historique. Ce qu'on vit là, vos enfants l'apprendront dans leur livre d'histoire. Donc oui, maman vous manque, mais je vous aime et ça va pas durer non plus une éternité et on rattrapera le temps, quoi. Et je l'ai vécu comme un grand moment, quelque chose de fort et en même temps quelque chose de terrible émotionnellement parce que moi j'avais toujours été une bonne élève, respectueuse de l'institution, respectueuse des règles, avec un peu de la confiance naïve dans les dirigeants, dans les instances. Et là j'ai découvert en fait que non, il y a toute la partie administrative, toute la partie instance qui a une réflexion plutôt économique de l'hôpital. Et puis il y a nous, les soignants, médecins et paramédicaux, et puis les gens aussi techniciens qui font vivre l'hôpital, qui avons une vision plutôt humaine, humaniste. Et il y a un choc des cultures, des rencontres. Et donc je savais qu'il y avait une pensée un peu économique, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Pourtant, j'étais choquée. Je trouve que c'est un moment aussi où on a mis un gros coup de projecteur sur le milieu de la santé, sur les hôpitaux, avec effectivement les politiques qui disaient on va faire ce qu'il faut pour les soignants. Quoi qu'il en coûte. Voilà. C'est ça. Et paradoxalement, c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait... c'est ça que moi je trouve ça fou, parce que du coup hypocrite. On se dit mince... En fait, c'est un moment donné où il y aurait pu avoir quelque chose, et moi, c'est un moment aussi où j'ai eu un peu d'espoir aussi pour les soignants, pour les médecins, etc., en me disant c'est bon, on va se servir de ça pour par la suite ça s'améliore. Et en fait, toi qui étais vraiment dedans, c'est là que tu t'es dit en fait non, ça n'ira pas, quoi. Ça n'ira pas. En 2019, les urgentistes étaient déjà en grève. J'avais été solidaire du mouvement, mais j'étais pas non plus très militante, parce que je venais juste de finir mes diplômes, j'étais un peu submergée. Et on retrouvait déjà les mêmes revendications en 2019. Et en fait, moi, j'ai pris conscience que les chiffres, ça pouvait nous desservir. Enfin voilà, moi, j'ai eu une remarque de l'ARS un jour. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré sur la perte de sens, sur la déshumanisation. J'ai pleuré sur le monde dans lequel on vit, parce que nous ont posé une question sur le nombre de respirateurs. On leur a dit le nombre de respirateurs qu'on avait pour les patients qui devaient être intubés pour une détresse respiratoire pour le Covid. Mais on leur a dit on a quelques-uns qui ne sont pas performants, c'est des respirateurs de transport. Ils nous ont dit c'est pas grave. L'important c'est qu'on puisse afficher qu'il n'y aura pas de mort faute de manque de respirateurs. Je te fais pleurer, je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est parce que mon papa a été hospitalisé pendant le Covid, donc ça... Ouais, mais ça, tu vois, ça me fait pleurer aussi, mais c'est bien, on va pleurer tout ça. Mais tu vois, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, j'ai pleuré pour ces gens-là. Bref, c'était une période qui était compliquée. C'est une période qui a été compliquée, et tu vois, quand on te dit... nous on va pouvoir afficher que si les gens sont morts, ils sont morts parce que c'était grave et pas parce qu'on manquait de moyens. Et tu vois, là, 4 ans après, je te parle de ça, ce qui m'a touchée, alors que je ne connaissais pas de gens personnellement. Mais toi, tu pleures parce que ça concerne un de tes proches. Et ça, c'est un beau moment qu'on est en train de vivre toutes les deux. Enfin, c'était pas préparé, je savais pas. Et mais c'est aussi, moi, je t'avoue, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai été... Et ma famille aussi, qu'on a été un peu révoltés en fait par ça, en se disant... Parce qu'il y a eu... Enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais ça a mis très longtemps à ce qu'il soit pris en charge, à ce qu'il y a un médecin qui dise « Ah, ok, en fait, c'est le Covid », ça a traîné quand même plusieurs jours, voire des semaines. Et enfin bref, du coup, il a été jusqu'à l'hospitalisation, et on s'est dit « Mince, quoi ». Et les soins n'ont pas forcément été...
optimum. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'était une période de crise. Enfin, voilà, tout ça, je l'entends. Et le personnel soignant, enfin, a été génial. On a fait avec les moyens, mais on nous a demandé de trier, alors qu'on dit toujours qu'on n'a pas trié. Mais déjà, c'est notre cœur de métier de trier les gens. On trie la gravité. En période de crise, on trie ce qu'on prend, ce qu'on prend. Enfin, pourquoi... Oui, c'est un gros mot, on ne doit pas dire le mot triage. Bah si, on trie. Enfin, on trie. Et on a trié. Et on a laissé des gens mourir. Et on a décidé que en dessous de tel âge, on ne mettait pas les pieds en réanimation. Enfin, moi, j'avais peur pour ma maman. Je savais que si elle avait le Covid, on la laisserait mourir du Covid. Je le savais. Et en même temps, elle était en train de mourir de désespoir de ne plus voir ses petits-enfants. C'est ça. C'est une période qu'on n'oubliera jamais. Et tu vois, des années après, on a encore énormément d'émotions. Et moi, de prendre conscience que ce qui compte pour l'ARS, c'est l'affichage et que l'humain derrière importe peu, ça m'a anéantie. Mais en même temps, ça a créé aussi un peu qui je suis aujourd'hui, cette militante, cette femme déterminée, parce que je me suis dit non, j'ai mon rôle à jouer. Et même si c'est un tout petit rôle, et ben je vais jouer mon tout petit rôle, et puis celui d'à côté il va jouer son tout petit rôle, et puis c'est l'histoire du colibri, et on y arrivera. Ça prendra du temps. J'ai pas la prétention de sauver le monde, mais je me dis je vais y participer à la hauteur de ce que je peux faire, et je peux me regarder dans une glace. Parce que c'est vrai que moi je l'entends qu'à ce moment donné, dans cette période du Covid là, voilà, tout le monde a été un peu submergé par tout ça, et que c'est normal que tout s'est pas bien passé, comme voilà, c'était compliqué d'anticiper les choses. Et moi, ce que je trouve aujourd'hui, ce qui me met encore en colère, c'est que je me dis mince, en fait, toute cette période là est passée. Maintenant, on est dans du quotidien sans pandémie, mais vos conditions à vous, elles sont les mêmes elles se sont même dégradées parce qu'en fait il y a eu une perte de sens pour beaucoup de soignants. Il y a eu des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont venus parce que ça a réveillé des vocations aussi, c'est vrai, mais le quoi qu'il en coûte, en fait on le paye. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe aujourd'hui aux urgences pour que aujourd'hui à l'époque on était à un tiers de l'effectif. En 2021, quand j'ai commencé à me mettre en grève et à manifester mon mécontentement, on était un tiers de l'effectif médical nécessaire. Aujourd'hui, je pense qu'on est à moins, puisque on est au-delà de fermer ou réguler les nuits. On commence même à filtrer les entrées en journée. D'accord. Et pas que sur la petite filière traumato, on filtre aussi sur la filière normale. Donc l'état du planning s'est aggravé, on a des perspectives de recrutement, mais on a aussi des gens qui sont partis, et on a aussi des gens qui vont partir parce que les conditions de travail sont telles qu'ils sont en train de se fatiguer, ou alors ils partent pas, mais ils ne prennent plus autant d'heures supplémentaires qu'avant. Et puis on a aussi toute une série de personnes qui arrivent dans les 2 ans à venir à l'âge de la retraite. Donc 2 ans c'est long, on peut aussi recruter. Voilà, il faut garder de l'espoir. La personne qu'on recrute en septembre, c'est quelqu'un de jeune, qui a une belle carrière devant lui, donc on se dit on va l'avoir avec nous pendant longtemps, mais il peut aussi très bien partir. Il y a un chiffre qu'on m'a donné il y a peu de temps, l'espérance de vie, entre guillemets, d'un urgentiste maintenant, c'est 7 ans. Voilà. Donc... moi, j'ai des collègues, ils ont fait 20 ans carrière. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire 20 ans carrière ? Moi, en 2021-22, j'ai 2 jeunes collègues qui sont partis. Là, j'en ai un jeune qui est parti encore. C'est vos conditions de travail qui réduisent... Les conditions de travail font qu'on a l'impression d'être maltraitant. Parce qu'on est maltraitant. Parce que laisser les gens allongés dans des brancards sans intimité, c'est pas confortable. Il y a du bruit, il y a de la lumière, et des fois ils restent 24-36 heures. Enfin, la privation de sommeil, ça fait partie de techniques de torture. Donc je caricature parce que quand on peut, dans la nuit profonde, si on a des box de libre, on va mettre les gens à l'écart, on va essayer de faire en sorte d'apaiser un peu leur détresse émotionnelle, en les mettant dans le noir, en leur apportant un peu de confort, on est attentif. Mais ça reste quand même des êtres humains qu'on laisse sur un brancard, dans un couloir où il y a du vent, il y a du bruit, un matelas qui n'est pas confortable, parce qu'on n'est pas fait pour y rester longtemps, donc il n'a pas de raison d'être confortable, ce matelas de brancard. Enfin, il faut être honnête. Et puis, le personnel des urgences, il est là pour accepter le flux entrant
Et pas pour continuer à prendre soin des gens qui sont là pendant normalement, des heures et des heures et des heures. Voilà. Vers différents services. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est pas de rester des heures et des heures et des heures avec les gens. Et on sait le faire, mais on le fait moins bien que dans les services, dans les étages, parce qu'on a toujours le flux entrant qui arrive, et ces patients qui arrivent, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, et ils sont potentiellement instables, ils peuvent potentiellement se dégrader, donc ils sont prioritaires par rapport à ceux qui sont déjà stabilisés dans les urgences. Sauf que ceux qui sont déjà stabilisés dans les urgences, ils occupent l'espace, ils occupent quand même aussi du temps. Et donc, ça déséquilibre le fonctionnement de notre service. Et ça crée des conditions qui sont parfois indignes. Et c'est terrible. Oui. Toi qui as voulu faire ce métier-là pour prendre soin des gens, j'écoutais dans une autre interview, tu disais que tu étais quelqu'un de très empathique, de sensible. Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi de voir ça et de se dire que... de se dire, est-ce qu'il y aura un jour une amélioration, vers où on va aller? Enfin, j'imagine qu'il y a de la colère, mais... En fait, c'est assez paradoxal parce que on pourrait rejeter tout ça et partir. Mais en fait, j'aime tellement les gens que je ne veux pas les abandonner. Donc, je préfère vivre la galère avec eux. Et puis, finalement, quand on est dedans, on trouve des petits moyens d'apaiser en mettant une main sur l'épaule, sur le bras. Est-ce que vous voulez un café ou un verre d'eau pour les accompagnants? Ou est-ce que vous voulez voir votre proche? Est-ce que vous voulez un chargeur pour recharger votre téléphone pour continuer à communiquer avec votre famille? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Voilà, en parlant aux gens, en leur apportant beaucoup de douceur et en apaisant cette détresse réelle ou ressentie qu'ils sont en train de vivre. Et je me dis que j'apporte quelque chose et qu'il faut continuer à se battre pour eux. Mais en même temps, quand je travaille pas et que je passe aux urgences, que je traverse les urgences et que je regarde le service, je me dis mon Dieu, mais c'est terrible. Aujourd'hui, j'aimerais tellement pas travailler. Et cette je sais pas comment te dire, cette détresse, c'est assez anxiogène, cet environnement, cette ambiance. Et je me la prends en pleine figure et je la rejette. Alors que quand je suis avec ma blouse dès le matin et que j'arrive et que je crée un lien avec les gens, tu vois les choses différemment. Je vois les choses différemment. Et j'ai envie de faire de mon mieux pour que leur séjour, leur passage aux urgences soit le plus doux possible. Très bien. Et ton militantisme, on peut l'appeler comme ça? Oui, on peut. Comment est-ce que un petit peu ça s'est passé? Comment est-ce que tu as communiqué au début sur ces sujets-là? Est-ce que c'était effectivement lié au Covid et voilà, ça a été une porte d'entrée pour être un petit peu médiatisé? Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne envie de toujours te battre? En fait, au début, c'était pas trop prévu. J'ai été un tout petit peu... J'ai pas été médiatisée pendant le Covid. Disons que j'ai travaillé avec des journalistes pendant le Covid, à la demande du directeur, du préfet, voilà. C'était différent. C'était une demande de leur part. Et puis, en 2021, les choses commençaient à se tendre au niveau du planning. L'été avait été compliqué. J'avais renoncé plusieurs fois à des week-ends. J'étais revenue sur mon temps de vacances, prendre des gardes. Et j'avais l'impression que c'était pas pris au sérieux, la difficulté du planning. Et donc... On avait même fait l'été d'avant, et j'oublie la chronologie était pas claire quand je t'ai dit ça, mais donc ça c'était habituellement, voilà, le planning était un peu compliqué l'été, puis on arrivait à s'en sortir. Et puis en 2021, on a dit à l'ARS en juin, ça passera pas cette année. D'accord. Le planning, on n'arrive pas à boucler le planning de l'été. Et je me souviens, le médecin de l'ARS m'a dit... quand je lui ai dit qu'il faudra fermer les urgences, ils m'ont dit Madame Brémaud, j'ai pas eu le droit à un docteur, Madame Brémaud, les urgences de Laval ne fermeront pas ne serait-ce qu'une heure. Bon, maintenant je rigole, mais c'est un rire jaune. Et donc ils nous ont sorti des chiffres en nous disant oui, on a regardé, après coup, ils nous ont dit ça, après minuit, il n'y a pas beaucoup de passages, donc vous devriez pouvoir vous en sortir en étant tout seul au lieu de 2. Ce qu'il faudrait, c'est être 2 jusqu'à minuit, et puis après tout seul pour le reste de la nuit. On les a regardés, on dit sauf que quand tu finis à minuit, tu peux pas reprendre à 8 heures. Donc il y a eu des dérogations exceptionnelles pour que ça se fasse. Et puis les gens des autres services sont venus faire des demi-gardes avec nous. Bon, ça a été l'enfer. Et pour les gens des étages venir aux urgences et pour nous.
Donc à la fin de l'été, on leur a dit, on a essayé, on a fait ce que vous nous avez demandé, mais ça ne marche pas. Parce que certes, à minuit, il n'y a pas beaucoup d'entrées, mais les patients qui sont arrivés à 18h et quand on les voit à 23h, voilà, en fait, on a du retard dans les... Il y a toujours du monde aux urgences. Donc à minuit, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup d'entrées, mais il y a peut-être 40 personnes dans les urgences quand même. Donc, voilà, votre façon de compter, elle est pas bonne. Mais on avait été de bons élèves, on a dit, vous voulez qu'on essaie, on va essayer. Comme ça, après, on avait un argument fort pour dire, on ne recommencera pas. Et c'est là où j'ai fait ma tête de mule, c'est que j'ai dit, on ne recommencera pas. Et puis, il y a eu un mouvement de grève en octobre. Et là, je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus, parce que les vacances de la Toussaint, elles arrivent, et que le planning, c'est une catastrophe. Et l'ARS, t'as répondu quoi à ce moment-là, quand t'as dit on ne recommencera plus ? Il y a eu un grand blanc. Concrètement, si l'ARS voulait vous donner du personnel en plus, est-ce qu'il y aurait du personnel en plus ? Après, c'est des choix politiques, on voit très bien. Il se passe quelque chose, ça va pas du tout. Il y a un ministre qui vient, un président qui vient, et puis on trouve des gens à mettre. Mais c'est au détriment d'autres établissements. Ça, on le dit pas. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix et il faut les assumer. Et si le choix n'a pas été bon, il faut avoir le courage de dire la stratégie qu'on a mis en application pendant l'année temps n'a pas été bonne, on revient en arrière et on passe à autre chose. Et ça, c'est encore pire que de choisir, de revenir et de critiquer son premier choix. Voilà, ça existe encore moins. Déjà, choisir, c'est compliqué, mais être critique et réaxer ses choix, c'est encore pire. Donc, je me suis raccrochée au mouvement de grève nationale des urgentistes en octobre 2021, et puis j'avais énormément de colère en moi, et j'ai voulu faire quelque chose un peu fort, mais surtout pour me décharger moi de mes émotions. J'ai écrit en grève sur mon visage, je me suis prise en photo, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, et là ça a été une folie. Le tweet, il a été imprimé plus de 200 000 fois. Ok. Et là, la médiatisation s'est mise en marche. Et là, les gens ont commencé à parler de Laval parce que on était un hôpital assez important, et d'habitude, ces problématiques-là, on les retrouvait plutôt dans les hôpitaux plus petits. Donc là, oula, qu'est-ce qui se passe ? On était un petit peu l'exception française, affichée en tout cas, et assumée, parce qu'on n'était pas exceptionnel. Sauf que c'était caché avant. Et finalement, il y a quelques mois après, il y a eu Bordeaux, le CHU de Bordeaux, qui a fait la une du journal de TF1. Et là, il y a eu une prise de conscience un peu plus collective, un peu plus générale de la catastrophe sanitaire, en fait, dans laquelle on est. Notre système de santé s'écroule dans l'indifférence quasiment la plus totale. Donc c'était en 2021, en 2024. Et je me souviens très bien, en 2021, j'avais exprimé mes doutes et mes peurs, et j'avais dit, j'ai qu'une seule peur, c'est qu'on s'habitue. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, voilà, les urgences de Laval vont fermer, la Terre va continuer de tourner. Et c'est exactement ça. Le 1er novembre, on a fermé pour la première fois, fermé régulé pour la première fois. Il y a un petit débat sur la sémantique, donc je dis les deux mots pour vexer personne. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de voir où est-ce qu'on en était rendu dans un département comme le nôtre, où on est à 1h10 de Paris en TGV, on est la ville principale, il y a une belle dynamique sur notre département. J'aime beaucoup mon département d'adoption. Et je me dis, en arriver là, alors qu'on a des atouts, j'imagine même pas comment ça se passe dans des départements beaucoup plus centraux, en fait. Toute cette bande centrale de France, là, où il se passe beaucoup moins de choses. Et ça m'a émue aux larmes, ça m'a révoltée encore et toujours. Et j'ai eu la chance que ma colère et mon chagrin soient médiatisés. Ça m'a permis de porter un peu la voix des soignants. Parce qu'en fait, il y a une volonté importante de faire taire les soignants. Et j'en ai fait les frais quelques années plus tard, mais on m'avait prévenu, je le sais depuis le début. On m'avait dit, Caroline, là ça n'ira Caroline, pas. Ça n'ira pas longtemps, tu prends des risques pour ta carrière. Et je leur dis, ma carrière, moi je n'ai pas de carrière. Et puis ma carrière, je m'en fiche. Et je dis, et même mon diplôme, qu'on m'enlève, mon poste de chef, qu'on m'enlève, mon diplôme, je sais faire plein de choses dans ma vie, je ferai autre chose. Personne ne m'empêchera de parler. Est-ce que cette médiatisation, tu sens que ça
Bon, du coup, toi, personnellement, ça t'a impacté forcément. Oui. Mais est-ce que ça a impacté l'hôpital? Est-ce que tu as vu des effets? Est-ce qu'il y a Oui. des choses qui se sont améliorées? Oui. Il y a eu des choses positives, c'est-à-dire qu'on a eu un budget qui s'est débloqué pour améliorer, nous, nos conditions de travail. Et c'était censé aussi débloquer des fonds pour améliorer les conditions d'accueil des patients. Mais à ce jour, les travaux n'ont toujours pas été faits. Pour des problématiques diverses et variées. En tout cas, nous, qu'avions pour une équipe très grande aux urgences, il y a, 25 personnes en journée en tant que soignants, et on n'avait pas de salle de pause. On avait un office de 12 mètres carrés sans fenêtre. Pas vraiment de sanitaire, pas d'endroit où se poser. Donc on avait demandé à avoir une salle de réunion, une salle de pause, et puis des nouvelles chambres de garde. Et on avait demandé pour les patients à avoir un espace pour qu'ils puissent faire pipi debout ou allongé dans l'intimité. Donc la médiatisation a fait qu'on a abouti à avoir une enveloppe pour permettre de faire ces travaux. Et il y avait 3 phases, et pour l'instant on n'en est toujours qu'à la première phase de réaliser. Oui. Voilà. Et puis c'est vrai que là du coup on parle des urgences, mais c'est vrai que toi aussi ce que tu portes c'est tout le système de santé quoi. C'est vrai que c'est des problématiques qu'on peut retrouver après. Donc après il y a eu des effets assez variés, c'est-à-dire que moi j'ai reçu des messages de soignants pour me soutenir, et puis j'ai des collègues soignants qui m'ont dit nous on a des collègues qui travaillent dans d'autres hôpitaux, dans d'autres départements, qui nous disent vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme elle qui vous défende. Et à côté de ça, j'avais une directrice qui m'a dit moi mes collègues m'appellent pour me dire ma pauvre, comment tu fais pour avoir... J'aimerais pas être à ta place de devoir gérer un médecin comme ça. Donc voilà, chacun a sa version quoi. Donc tu as toujours voulu rester du coup au cœur de l'action. Tu t'es jamais dit je vais quitter l'hôpital de Laval? Non, même quand je me suis fait remercier pour la chefferie, c'était pas mon souhait, c'était pas le souhait de la direction non plus de m'éloigner. Je pense que ça aurait été mal vécu de demander à un médecin de partir alors qu'on a une pénurie importante. Après, on m'a toujours dit qu'on me reconnaissait mes qualités professionnelles, donc il n'y avait pas de raison valable pour m'enlever de mon poste de médecin. Est-ce que nous, en tant que, on va dire, citoyens mayennais, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un poids qu'on peut... Après, il faudrait être tous ensemble. Qu'est-ce que nous, on peut faire individuellement ou collectivement en tant que citoyen, tu vois, pour faire bouger les choses? Parce que je pense qu'effectivement, comme tu dis, on s'habitue à ça, mais malgré tout, moi je le vois bien dans nos conversations, dès qu'on parle de la santé, j'ai mis 6 mois à avoir mon rendez-vous chez le dentiste, j'ai mon petit qui avait je sais pas combien de fièvre et j'ai pas trouvé de médecin avant tant de jours. Du coup, individuellement, on se rend compte en fait qu'il y a un vrai problème. Mais, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement des Gilets Blancs, pour que les gens puissent se raccrocher à un mouvement qui soit pas un collectif de soignants, qui soit pas un mouvement identifié, rattaché à une maternité ou à un hôpital, que ce soit quelque chose un peu plus générique, et de se dire moi je dis souvent aux gens, il y en a qui mettent des rubans roses sur leur profil Facebook, et toi tu copies-colles un hashtag gilet blanc. Et déjà ça montre que tu t'intéresses aux questions de la santé. C'est venir quand on fait des manifestations, c'est s'intéresser aux débats citoyens et politiques, c'est-à-dire s'investir dans sa commune, dans son département, dans sa région, et questionner les politiques sur la santé. C'est écrire aux députés pour se plaindre des questions de santé, et c'est montrer un intérêt, parce qu'il faut être honnête, la seule chose qui intéresse un homme ou une femme politique, c'est la réélection. Donc s'ils ne voient pas un potentiel d'électeurs quelque part, voilà, donc il y en a quelques-uns qui sont très... voilà. Mais on va dire de manière générale, il faut faut leur dire moi ce qui m'intéresse c'est la santé. Tu fais quoi pour la santé, et porter cette voie-là au plus haut jusqu'au président. Parce que pour moi, il y a une volonté politique de laisser s'effondrer le système de santé. Parce que c'est des décisions, c'est des choix. Bercy donne de l'argent à la santé, décide de donner un certain nombre de moyens. Et puis, il y a des décisions qui sont prises de
de mettre ou pas des organisations en place, de mettre des lois, de les faire respecter. Enfin, à un moment donné, ça profite forcément à quelqu'un, ce désespoir. Pourquoi on a des pénuries de médicaments ? Moi, je ne pensais pas voir un jour en France, voir une pénurie d'antibiotiques et voir un pharmacien, je le dis tout le temps. Les pharmaciens, c'est quand même des gens super psychorigides. Ils ne sont pas drôles, les pharmaciens. Quand ils travaillent, en dehors aussi, mais quand ils travaillent, ils ne sont pas drôles. Et j'ai vu un pharmacien, parce que j'accompagnais un ami, délivrer de l'Augmentin adulte pour de l'Augmentin pédiatrique et dire alors je vous donne une seringue, on a écrit une procédure qui est validée par l'ordre des médecins, vous prenez tant de millilitres d'eau, vous mélangez, après vous en jetez telle partie et c'est cette partie-là que vous donnez à votre enfant. Vous êtes sûr ? Oui. Bah non, en fait on ne fait pas les apprentis sorciers à transformer de l'Augmentin adulte en Augmentin pédiatrique. Enfin, déjà, nous, professionnels de santé, quand on prend en charge un petit, on vérifie 3 fois nos prescriptions, nos calculs de dose, parce que c'est des plus petites quantités, voilà, machin. Donc, on ne peut pas demander à un papa ou une maman en détresse, parce que son premier enfant fait sa première otite, de faire des calculs de dose. Bah non. Non, on est en France, on est censé être une puissance mondiale avec un système de santé qui a fait rêver les gens pendant des années. Et là, on doit courir dans toutes les pharmacies pour trouver des antibiotiques. Des antibiotiques, des antiépileptiques. Puis c'est la santé. Enfin, moi je trouve ça fou. Je me dis c'est la santé des gens quand même qui est mise en danger. Et si les Français ne vont pas bien, tout va mal, parce que je veux dire, on doit bien aller pour bien travailler, pour rapporter de l'argent au pays. Enfin, tout est lié. Donc je comprends pas la stratégie. Je pense qu'il y en a une, et elle n'est pas racontable au grand public parce qu'elle est sordide. Enfin, voilà. Donc Tu penses que ça ira vers ceux qui ont les moyens de se soigner ? Tout à fait. Je pense qu'on va vers une médecine à 2 vitesses. Mais en même temps, il faut faire attention. Moi, ce que je dis aux gens qui ont les moyens, vous ne vous sentez pas supérieur aux autres et en sécurité. Parce que tu as une petite douleur dans la poitrine de temps en temps, mais bon, ça va. Ton médecin t'a dit « Ah, ça serait peut-être bien de voir le cardiologue. » Voilà, tu as un copain à Paris, machin, tu passes un coup de fil, tu as le rendez-vous la semaine d'après. Très bien. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu vois moins bien de près. Très bien, t'as rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai un copain, machin. Parfait, tant mieux pour toi, nous on attend. Voilà. Le jour où tu fais ton infarctus et qu'il n'y a pas de médecin... c'est l'hôpital public qui prend le relais, quoi. L'infarctus, l'AVC, t'as beau t'appeler Tartampion, être chef d'entreprise et peser des millions, s'il n'y a pas le plateau technique, eh ben, tu vas devoir aller plus loin. Et plus loin, c'est une perte de chance. C'est des neurones en moins, c'est du muscle cardiaque en moins. Donc, ces gens-là qui ont les moyens et qui bénéficient des hôpitaux privés, de ceci, de tout ce que tu veux, avec des accès à des rendez-vous facilement, devraient être de notre côté aussi. Donc, attention. Mais nous, nos politiques, ils ont leur réseau, ils ont leur organisation propre, et ils ne se rendent pas compte, ils vivent dans un autre monde. Donc il faut leur remettre les pieds sur terre en disant voilà, le quotidien de tout à chacun, c'est un parcours du combattant. C'est moi, mon fils, il est malvoyant, il a eu un accident, il a été secoué par sa nourrice quand il était petit, il a rien demandé, voilà, c'est un petit être innocent qui maintenant a 13 ans et qui est suivi pour un handicap multiple. Et ça fait 2 ans qu'il n'a pas d'orthoptiste dans l'organisme spécialisé pour les enfants malvoyants. Il n'y a pas d'orthoptiste. Alors qu'en plus on se dit, toi t'es médecin, enfin tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'as ton réseau aussi, tu connais les gens et en fait, même toi tu subis personnellement cette situation-là. C'est ça, c'est son ergothérapeute qui lui fait des petites séances, qui adapte et tout. C'est les personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins dentaires. Les soins dentaires, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap. Les délais sont longs, tous les dentistes n'acceptent pas parce qu'il y a des fois des consultations blanches où on vient, on n'arrive à rien faire. Et donc, on se retrouve à pas soigner la dent, on se retrouve à les endormir et leur arracher les dents. Et du coup, il se passe quoi ? Ils finissent par avoir moins de dents. Donc, il faut mixer la nourriture. Et puis, après, ils mangent moins bien. Du coup, ils sont dénutris.
Du coup, ils sont malades. C'est un engrenage. Et c'est un engrenage. C'est de la maltraitance organisée. Enfin, on ne peut pas laisser les plus faibles comme ça souffrir en se disant oui, c'est eux, c'est pas nous. Alors, c'est vrai que c'est toujours les populations les plus fragiles qui trinquent en premier. Et donc, c'est un curseur. Il faut avoir cette vigilance. C'est toujours les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes avec des pathologies psychiatriques, les personnes âgées et les personnes qui sont précaires socialement. Et donc quand on voit une altération des indicateurs de bonne santé chez ces personnes-là, c'est que, attention, le torchon brûle. Parce que ça arrivera après, un peu plus tard, on va en avoir les répercussions pour nous. Et actuellement, tu vois bien dans les médias, attention, la pédiatrie, les maternités, les hôpitaux psychiatriques, enfin... Voilà, le domaine du handicap, on en parle moins, les personnes âgées, on en parle un petit peu. Il y a quelques années, il y avait un objectif 0 patient gériatrique en 2024 aux urgences. On n'y est pas encore. On n'y est pas, et puis il n'y a pas eu de plan avec des projets, des moyens qui ont été mis, parce que pour ça, il faut organiser des réseaux, avoir des lits pour hospitaliser les gens, faire des hospitalisations directes. Il faut du personnel qui travaille en ville pour permettre le maintien à domicile pendant quelques jours, le temps qu'une hospitalisation soit possible. Enfin, il faut mettre en place des organisations spécifiques. Il faut des gens, il faut des sous, il faut de la coordination. Enfin, il y a des besoins qui sont réels et importants. Et moi, ça me fait mal de voir ces enfants, ces personnes avec des pathologies psychiatriques qui se suicident. Enfin, par ce manque de prise en charge. Quoi. Ouais, manque de prise en charge. Enfin, il y a quelques années, c'était terrible. On a fait une réunion avec l'ARS pour faire le point sur les passages aux urgences de toute la région. Très intéressant. Alors, ils font des statistiques, tac, tac, tac. Et là, ils nous disent, on a noté une augmentation du nombre de passages des adolescents pour des motifs psychiatriques, avec un nombre de passages à l'acte augmenté, particulièrement sur la tranche des 11-13. Ok ? Et puis, il passe à autre chose. Là, tu lèves la main, tu dis, et donc, on fait quoi ? Ah bah là, rien, hein, on décrit. Ok, mais... il faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas laisser nos enfants se suicider et rien faire. Constater qu'ils se suicident et ne rien faire. Oui, bah là, pour l'instant, c'est compliqué. Donc, on n'a pas de solution à apporter. Donc, je crois que c'était en 2021 de mémoire, ou 2022 peut-être. Voilà, on est en 2024, on commence à se dire, ah bah là, on va s'intéresser un peu à la psychiatrie. Pendant 2 ans, on s'est dit, ah attends, si je mets ma tête là, sous la couette, je les vois plus, peut-être qu'eux non plus ils me voient pas. Non, ça marche pas. Disparaître. Non, ça disparaît pas. Les problèmes ne disparaissent pas. Et la difficulté, c'est que, un peu comme aux urgences, c'est que comme il n'y a pas de stratégie, en tout cas il n'y a pas de stratégie proposée officielle, bah, les conditions de travail se dégradent et que on risque de perdre encore plus des praticiens. Enfin, là, moi, ce printemps, on en a perdu 2. Qui est parti faire une autre spécialité qui sera très utile pour les patients mayennais. Et puis un autre qui a quitté le département et qui fait de la médecine thermale. J'ai rien contre les curistes, mais tu pars 3 semaines en cure, tu vois le médecin 3 fois. En début, le quotidien pour ce médecin-là n'est sûrement pas le même que ce que tu dis. Et puis le bénéfice pour la population. Enfin, il y a un moment donné, moi je préférerais qu'il y ait des carences en médecine thermale. Si on doit choisir, je préférais qu'il y ait des carences en médecine thermale que des carences en médecin urgentiste ou en pédiatre, en psychiatre, ou en réanimateur. Enfin, il y a un moment donné, tu te dis, pourquoi ils vont tous là-bas ? Parce qu'ils ont une qualité de vie au travail qui est correcte. Pourquoi on ne fait pas en sorte qu'il y ait une qualité de vie au travail qui soit correcte pour les spécialités dont on a le plus besoin actuellement ? Moi, je me pose la question, j'ai pas de réponse, mais... Toi, comment tu arrives à vivre au quotidien ? Je crois que dans la présentation, tu l'as dit, t'es maman de 4 enfants. Moi, j'ai 4 enfants, c'est mes amours, mes plus grands fans. T'es médecin aussi pompier. Je suis médecin pompier, je suis médecin référent à la protection civile. Et ça, on se dit, c'est fou, t'es partout. Elle est partout. Non, mais tu vois, quand on dit, il y a des médecins qui choisissent, médecin de cure, c'est comme ça que tu... Et donc...
toi, tu vois, tu as 4 enfants, tu es déjà médecin urgentiste. Et en plus, voilà, tu te donnes à fond, en fait. Oui, et puis je suis investie aussi au niveau citoyen. Je suis Mm. présidente du conseil de développement de Laval-Agglo. Très bien. Voilà, c'est important d'être investi sur le plan citoyen parce que c'est les citoyens la solution, la clé, c'est vous tous, c'est nous. Tu sens que c'est... Enfin, forcément, ça t'anime, mais après, je sais pas si on peut le dire comme ça, tu sens que c'est ta mission de vie que Oui, c'est ma mission de vie, clairement. Ouais. Clairement, je suis faite pour ça, c'est pour ça que je suis sur Terre. Clairement, c'est pour aider les autres et puis pour me battre et puis les emmener, les porter parce que j'ai une énergie débordante et qu'il faut bien que ça serve à quelque chose parce que c'est quand même fatigant, je pense, d'être à mes côtés de temps en temps. Et c'est pour ça que je vis toute seule. Personne qui peut me supporter. Et j'écris aussi un livre et ça me fait du bien. Bravo. Voilà, donc c'est un autre projet qu'on partagera, j'espère, toutes les deux. Oui, avec plaisir. Et qui a pour mission aussi de soutenir ce système de santé et de sensibiliser les gens à la cause de la santé par un autre biais que le militantisme. Voilà. Bravo donc, en tout cas pour tout ce que tu fais. Je pense que... Enfin, voilà, tu dis que tu as de l'énergie à revendre, mais je pense que heureusement qu'on peut compter... Oh, bah je suis encore émue. C'est pas possible. C'est pénible d'être sensible comme ça. Je me dis heureusement qu'en fait, que dans notre société, on peut compter sur des personnes comme toi. Enfin, voilà, pour... Oh, bah... Ah bah, puis si je te vois pleurer, je pleure. C'est bien. Oh là là. Mais ça me touche que tu sois aussi réactive parce que... je le dis tout le temps, le meilleur médicament c'est l'humain et il faut surtout pas déshumaniser le soin, il faut surtout pas perdre la beauté de la relation humaine quelle que soit la circonstance quoi. Et il faut se battre pour ce qui est beau. Ouais. Et ce qui est beau c'est le lien qu'on a avec les gens. Enfin moi je vois ce que je retiens moi par exemple j'ai eu mes 2 enfants par exemple à l'hôpital de Laval. Oui. Et ce que j'ai retenu en fait c'est ok, peut-être que j'ai retenu que pour elles c'était compliqué au quotidien, mais elles m'ont apporté tellement d'empathie, de soins, je sais pas si on peut dire d'amour, mais j'étais tellement bienveillante que en fait des fois on peut critiquer les hôpitaux etc. Voilà, mais en fait moi j'ai toujours dit mais le personnel ils font l'hôpital et moi je leur dis un grand bravo parce que franchement même avec ce manque de moyens là elles arrivent à garder cette humanité là, à prendre soin de nous individuellement et en fait c'est quand on perd cette capacité à donner un peu de soi-même que les gens se retirent. Parce que c'est là que vient la perte de sens. Il faut être bien soi-même pour pouvoir donner. Enfin, c'est... ça y est, c'est mon tour. Ça va être super pour les auditeurs. Si vous n'aviez pas prévu de pleurer, épisode suivant. Mon fils a eu un accident quand il était petit. Il a été secoué par la nourrice. Et le SAMU... l'équipe médicale, le SMUR, a été envoyé, mais ils étaient déjà partis. Ils étaient au-delà de la polyclinique. Ils étaient partis sur un arrêt cardiaque chez une dame très âgée. Mais qui vivait à domicile. Et le médecin régulateur du 15 a rappelé l'équipe pour dire on a un bébé, on sait même pas s'il respire encore, faites demi-tour. Donc ils ont choisi d'aller sauver mon fils. Et ils sont arrivés, les pompiers étaient arrivés en train de le ventiler, il respirait presque plus. Ils l'ont intubé, ils l'ont ramené à l'hôpital de Laval et puis moi j'étais au travail dans un cabinet de ville, j'étais en train de faire mon stage, donc je suis arrivée, j'ai été prise en charge par les gens des urgences de Laval, par Sophie qui m'a installée, Sophie avec qui je travaille maintenant, qui m'a installée, m'a dit voilà, appelle des gens pour pas rester toute seule, et puis Apollinaire est arrivé, et 6 mois, 8 kilos, et... du monde, 3 pompiers, 3 personnes avec marqué SAMU dans le dos autour de lui, et puis il est pris en charge et c'est une sidération totale. Et je me souviens de cette femme qui m'a regardée, c'était l'infirmière anesthésiste, et elle m'a regardée et elle m'a dit vous savez, vous pouvez le toucher. Parce qu'il était tellement déshumanisé par toute cette technologie autour de lui
que j'osais même pas toucher mon enfant. Et donc ça m'a fait du bien, elle m'a dit si vous voulez vous pouvez le toucher. Et elle, cette nana là, c'est à des chaque phrases fois, comme ça en fait qui te... Ouais, ça te porte. Et à chaque fois que j'étais perdue dans le déchocage, je la regardais, elle avait un regard doux et bienveillant sur moi. Et ça m'a fait du bien. Et les années sont passées, et à chaque fois que je suis revenue donner des nouvelles et apporter un chocolat, des trucs, elle était pas là. Et puis un jour, j'étais en stage en gynécologie. J'étais enceinte de mon 2e, et puis on me dit tiens, toi qui es enceinte, va parler à cette future maman qu'on a marre d'être enceinte, qui vient tous les jours pour nous demander de lui faire une césarienne, mais ça c'est pas un motif pour faire une césarienne. Donc j'arrive avec mon gros ventre, voir cette femme qui avait aussi un gros ventre, et je m'approche d'elle, et là je vois cette dame, et je me dis tiens c'est marrant, je la connais. Et puis elle me regarde, et puis elle a dû dire quelque chose dans le même genre, et son visage s'est transformé, elle est devenue très fermée, très... pas avenante. Et là je me suis dit, oups, on se connaît et elle doit pas m'aimer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle se lève, je dis je vais vous examiner, donc elle vient avec son mari, puis je me dis mince quand même, on se connaît, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, vous faites quoi dans la vie? Et elle me dit, je suis infirmière anesthésiste. Et donc là je la reconnais. Et elle me reconnaît, on se met à pleurer toutes les deux. Et je lui dis, je vais partir pleurer dans la salle de pause et je reviens. Et en fait, son visage fermé, c'est parce qu'elle retenait ses larmes, son mari comprenait rien. Et puis, je pleure pendant 10 bonnes minutes et je reviens la voir et je lui dis, je suis contente de te voir. Puis elle me dit, oui, moi aussi, ça me fait tellement plaisir, comment va Apollinaire? Et puis... voilà, on échange quelques phrases, et puis là, elle prend sur elle, et elle me dit je suis contente de vous voir, et je voulais m'excuser. Et je lui dis, t'excuser de quoi? Elle m'a dit, ce jour-là, j'ai pas trouvé les mots. Alors que toi, c'est pas ce que t'avais ressenti. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, ce jour-là, t'as été extraordinaire, t'as été ma boussole, t'as été mon repère, tu m'as apporté un apaisement incroyable, et pendant... presque 1 an et demi, 2 ans, elle a porté ça en elle en se disant ce jour-là j'ai pas été bonne parce que j'ai pas trouvé les mots, alors que dans son langage corporel, dans sa façon d'être, dans sa façon d'être avec moi, dans la douceur naturelle qu'elle dégage, elle m'a énormément aidée. Donc on a repleuré. Et maintenant c'est une de mes collègues avec qui je travaille, et des fois on me dit mais pourquoi t'es pas partie de l'hôpital de Laval quand tu t'es fait virer de la chefferie? Parce que ici c'est toute ma vie en fait. Il y a mon sang, il y a ma chair, j'ai les plus beaux moments de ma vie personnelle parce que mes enfants y sont nés. J'ai les pires moments de ma vie personnelle et professionnelle aussi dans cet hôpital. Enfin, c'est ma 2e maison, ça fait partie de moi, et je critique pas l'hôpital de Laval, je critique l'effondrement du système de santé, je constate les difficultés qu'on a. J'aime mon hôpital. Je travaille avec les gens qui ont sauvé la vie de mon fils. Alors, j'ai une chance incroyable. Enfin, les gens avec qui je travaille sont merveilleux. Enfin, et c'est tous les jours. Enfin, tous les jours, ils sont merveilleux. Il y a quelqu'un de merveilleux avec quelqu'un d'autre. Et c'est un bouillon de culture d'humanité. C'est aussi un bouillon de culture de déshumanisation parce qu'on manque de moyens et qu'on est obligé de faire des choses qui ne nous correspondent pas. Mais il y a des fois aussi, on fait des choses terriblement belles. Et ça compense. Et moi, tous les jours, j'ai un patient qui me fait vibrer. Pas parce que je lui ai sauvé la vie, mais parce qu'il y a une connexion entre lui et moi, ou avec sa famille, qui me fait me dire c'est pour vous, je me lève tous les matins, et c'est pour vous que des fois c'est dur, et que je pleure, et que je vois pas mes enfants le jour de Noël. Mais vous le valez tous. Enfin... voilà. Et puis forcément pour mes collègues. C'est ta famille aussi, quoi. Ouais. Merci. Vous ne voyez pas, mais les larmes font que de couler depuis tout à l'heure. Je savais que j'allais être entre guillemets un peu émue parce que voilà, on a tous notre histoire avec, comme on disait, avec l'hôpital, enfin là, de Laval en particulier, mais voilà. Mais merci en tout cas d'avoir témoigné sur tout ça, et je pense que
j'espère que ça pourra faire peut-être un petit peu bouger les choses et comme on dit, d'apporter de l'humain en tout cas là-dedans. Merci à toi d'être venue à ma rencontre et puis de m'offrir cet espace de parole parce que c'est important, la liberté d'expression, la communication et les échanges qu'on peut avoir sur les sujets fondamentaux comme la santé ou l'éducation, l'environnement. Enfin, c'est les fondamentaux de notre démocratie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je termine toujours les épisodes d'Elle en Mayenne par 2 petites questions que je pose à mes invités. La première question que je demande, c'est quel est ton lieu préféré en Mayenne ? Un endroit qui reflète ta Mayenne à toi, un lieu coup de cœur. Voilà. C'est assez difficile parce que j'aime la Mayenne entière. J'y ai des souvenirs dans le nord, dans le sud, dans l'est. C'est complexe, mais je suis surtout quand même lavalloise. Et j'aime beaucoup la Périne, le jardin de la Périne. Parce qu'il y a plein de chemins pour rentrer à la Périne. Et puis, c'est tout près de chez moi, j'y vais avec mes enfants, j'y vais seule aussi pour faire du sport. Il y a des animaux, il y a de la nature. Il y a les escaliers de la mort qui sont les escaliers des éperons pour y aller. Enfin, c'est de la beauté à l'état brut. On a une vision en hauteur sur le reste de la ville, sur la Mayenne. Et du coup, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Merci, c'est une très belle adresse, tu as bien raison. Et la deuxième question que je pose, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elle en Mayenne ? Alors, il y en a plusieurs, alors il faut choisir. Eh bien, écoute, mon choix va se porter, c'est difficile parce que j'en ai 3 là, qui viennent à moi. Son nom de scène, entre guillemets, c'est Ananda Safo. Elle est scénariste et réalisatrice de films, elle est mayonnaise. Elle a eu le courage d'écrire un court-métrage en animation sur le plaisir féminin en solitaire. Et je trouve que c'est un thème qui est très important, qui doit être défendu et valorisé. Parce que c'est la condition de la femme, c'est la question sur le corps, sur le respect, sur le consentement. Enfin, ça ouvre à énormément de thèmes. C'est une personne incroyable que j'aime beaucoup, c'est une de mes meilleures amies. C'est une maman de l'école, c'est une maman solo comme moi, c'est quelqu'un qui fait partie de mon quotidien et que j'admire. Bon, merci. Tu m'as donné envie en tout cas d'aller vers elle pour l'interviewer. Génial. Merci pour tout encore pour ce bon moment. Oui. Et puis merci aux personnes qui nous ont écoutés et puis à très bientôt. À bientôt.